Merci beaucoup pour votre accueil. Quand vous m'avez sollicité en disant est-ce que vous pourriez venir, j'ai dit tout de suite oui. J'étais chez vous, en fait, chez Elissim, pour voir ce que vous faisiez et apprendre aussi à piloter. Parce que finalement, dans le tourisme, il y a les belles pierres, mais il y a aussi le savoir-faire et il y a le savoir-faire industriel. Mais le tourisme n'est pas l'axe essentiel de mon engagement politique. C'est une des missions qui m'a été confiée par le président Estrosi, puisque nous sommes Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce que ça représente, ces trois noms magnifiques, ces trois marques exceptionnelles. Mais en tout cas, merci pour votre invitation. Merci à chacun et à chacune d'entre vous pour votre présence. Bien sûr, je veux saluer M. Fiat pour le président du pôle, M. Parjadis pour votre accueil en tant que directeur général, mes deux collègues, Philippe Morizot ici, qui est vice-président de la commission industrie et innovation à la région, avec les nouvelles technologies et numériques, et Mme Robineau, qui est responsable de ce territoire, qui est présidente de la commission vie associative. Nous allons aujourd'hui signer une charte qui est consacrée bien sûr à l'innovation ouverte. C'est un moment, me semble-t-il, important. Vous en avez discuté ce matin, l'efficacité du pôle SAFE, les grandes entreprises aujourd'hui, que peuvent-elles apporter et comment avoir ce partenariat, cette dynamique. C'est pas moi qui vais reprendre, mais en tout cas, les derniers instants dans lesquels j'ai participé, enfin où j'ai écouté, montrent bien la nécessité de ce partenariat entre les grosses entreprises et les autres entreprises efficaces sur le territoire. Nous, avec le président Estrosi, dans notre stratégie économique, nous estimons que l'entreprise, l'innovation, ben c'est la guerre, c'est le nerf de la guerre économique, c'est la bataille de l'intelligence. Alors, la recherche et l'innovation doivent donc être aussi une des priorités des décideurs publics, car elles sont, c'est le véritable relais de croissance. Donc, recherche ambitieuse, rendre nos territoires plus dynamiques, plus compétitifs, et quel est donc notre levier en tant que nouveaux élus là-dessus. Le succès des pôles de compétitivité en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça regroupe plus de 1200 entreprises et plus de 350 000 emplois. Ils sont le fruit d'un engagement à l'époque du gouvernement que je soutenais, donc de ma famille politique, au temps où le ministre de l'Industrie, M. Christian Estrosi, avait mis en place cette démarche des pôles de compétitivité. Ça fait donc plus de 10 ans. Ils ont renforcé incontestablement le maillage de notre économie nationale et régionale. Ils ont développé nos capacités d'innovation et par-dessus tout ont permis de structurer nos filières d'excellence. La charte que nous signons aujourd'hui est une démarche qui est engagée par le pôle SAFE, bien sûr. Ils sont rejoints dans cette dynamique par deux autres pôles que sont Eurobiomed, Optitech et le pôle MER. Ce sont de grands groupes qui sont à l'initiative. Je pense bien sûr à Thales, représenté par son vice-président, M. Fiat. Non, pas Fiat, c'est pas... si. Pardon, c'est M. Herman. Son directeur recherche et technologie, M. Herman. Voilà, c'est ça. Et je voudrais saluer M. Brizard, ainsi que qui est représenté aujourd'hui son programme manager Nicolas Devienne, Alenia Space ou encore Airbus. J'ai fait des fautes là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un flottement. Enfin, merci aux grosses entreprises qui le signent. Ça évitera de faire des erreurs de personnalité. C'est ça l'essentiel. Donc nous avons, décidé de renforcer et de concentrer nos moyens sur certaines filières stratégiques ou certains segments. Et nous avons, là où nous avons un engagement, une avance mondiale. Alors les choses soient claires, ce n'est pas parce que nous allons aider ces groupes et ces entreprises que pour autant nous allons laisser tomber les projets des PME. Mais nous avons la certitude que pour gagner la bataille économique, nous devons miser sur la spécialisation, l'innovation et l'anticipation. La politique industrielle de notre pays est essentielle. Je voudrais revenir un instant sur le problème d'Alstom, qui est passionnant à analyser par la presse, bien sûr, par les politiques et par les industriels. Je ne vais pas faire de politique, mais je veux simplement regarder quelque chose qui est
nous nous mêlons, nous, de choses qui ne nous regardent pas. Et nous donnons des leçons à des moments où devrions nous taire. Je prends Alstom. Alstom, c'est une entreprise qui a deux piliers, un volet énergie et un volet transport. On vend le volet énergie à General Electric. C'est un choix, on peut le contester ou non, mais en tout cas on déstructure une entreprise solide puisque un des deux piliers disparaît du sein de l'entreprise. Parallèlement à ça, l'État stratège avec ses 20% dans Alstom n'est au courant de rien, c'est ce qu'on nous explique. Pour autant, parallèlement, le gouvernement précédent qui avait fait l'écotaxe qui permettait de financer la politique ferroviaire du pays pour pouvoir développer le ferroviaire, plus d'écotaxe, donc plus de développement ferroviaire, donc plus de stratégie de développement du ferroviaire, et donc Alstom n'a plus de marché. Et on le découvre et on en parle, et après on dit c'est la SNCF de payer qui elle-même ne peut plus rien payer parce qu'elle n'a plus rien à acheter, elle n'a plus d'argent. C'est une politique industrielle de gribouille qui nous amène dans des situations particulièrement difficiles, puisque les politiques, à ce moment-là, sur le perron de Matignon de l'Élysée, disent c'est pas possible, l'État doit savoir. Mais ils savaient. Les élus locaux s'étaient imprégnés, avaient demandé. Et quelle va être la solution? C'est en tout cas un désastre pour les salariés qui en sont les premières victimes, et un désastre industriel pour nos entreprises et pour notre stratégie ferroviaire. Très bien. Alors si on peut éviter, nous, quand on est en responsabilité, notamment ici dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où nous avons des responsabilités qui nous permettent quand même de structurer ou essayer d'avancer, bien on essaie de ne pas faire les bêtises que font les autres. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans les choix qui ont été faits, le président Estrosi a présenté la semaine dernière ces 12 opérations d'intérêt régional, dans le même cadre que ce qui avait été fait en son temps au niveau national. Et le pôle SAFE, qui était là, ce jour-là d'ailleurs, représenté, fait partie de ces pôles que l'on a bien entendu envie de défendre, de promouvoir ou d'aider, suivant comment vous regardez le pôle. Je dirais que le défendre, on n'en a pas besoin, le promouvoir, il le fait tout seul, l'aider, pourquoi pas, et au contraire. En tout cas, ne pas nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Mais par contre, de subventionner ce qu'on peut faire fonctionner, c'est 800 000 € quand même pour cette année, qui permet quand même de développer ce que vous faites, ce que vous êtes. Ce qui vous permet de fédérer autour d'une dynamique impulsée par vos compétences, par vos industriels, par votre savoir-faire, aidé par la région pour faire en sorte qu'on structure des emplois dans une filière. Voilà un peu le sens de votre action et de notre soutien, qui, me semble-t-il, n'est pas négligeable, mais qui correspond à une démarche qui est valable sur l'ensemble de la région, sur la totalité de ces opérations d'intérêt régional. Donc en prenant l'initiative de cette charte, vous démontrez que ce sont avant tout les entreprises qui créent de la richesse, et bien entendu, y compris la richesse intellectuelle, qui passe par l'innovation. Vous avez souligné le sujet des drones civils. Vous avez engagé l'émergence de quelques acteurs industriels d'importance, structurant ainsi une filière composée aujourd'hui d'une multitude de petites structures. Je suis moi-même très attaché au développement de cette niche extrêmement porteuse du drone civil. En 2015, j'étais rapporteur du texte européen en tant que député européen parce que je suis à la commission de transport. Vraisemblablement, la commission de transport au niveau européen, c'est l'endroit où il y a le plus d'argent. Voilà. On peut aller dans d'autres commissions, mais c'est l'endroit le plus structurant et c'est l'endroit où il y a le moins de problèmes politiques globalement. Eh bien, c'est assez sidérant de voir que quand on a ces corridors qui sont tracés au niveau européen, et nous ne sommes pas trop mal placés pour les avoir, eh bien systématiquement nous voyons passer, si je puis dire, les trains, puisque nous ne faisons pas le lobby au bon endroit au bon moment. Et donc ce sont les autres corridors qui sont servis. Et plus loin que ça, quand on a dans le cadre de ces projets validés par l'Europe, dans le cadre du plan Juncker, plusieurs centaines de milliards d'euros quand même, hein, eh bien qu'est-ce que je découvre? Que le port de Marseille en récupère 3 millions. Pendant que Hambourg en prend 45, qu'Amsterdam en prend 72. Et quand je pose la question au directeur, à la directrice du port, au président du port, mais comment ça se fait? On m'explique que c'est difficile. Je dis, mais ce qui est difficile pour nous est faisable pour les autres. Parce que l'Europe est utile si on sait s'en servir, en fait.
Et l'Europe est utile si on sait peser à l'endroit qui est important pour le faire. Alors comme j'étais à la commission de transport et qu'ils étaient en train de faire une démarche par rapport aux normes industrielles concernant les drones, il faut savoir que grosso modo, quand même au niveau des drones, l'Europe fait les 2/3 des drones du monde et la France fait la moitié des drones de l'Europe. Et nous, on fait la moitié des drones de France. Ce qui fait grosso modo, on fait un quart des drones de l'Europe. Alors, vous avez, comme toujours, les Américains et les Chinois ou les Japonais qui avancent tout seuls. Et nous, avec la DGAC, avec toutes sortes de complexités majeures, on est en train de faire des lois ou des règles, plus exactement, des normes, qui verrouillent un système où nous sommes les plus forts. Donc, je m'en suis mêlé de façon à ce qu'on verrouille le moins possible. Parce que finalement, quand on regarde le drone à la télévision, qu'est-ce qu'on regarde? On voit le drone militaire qui frappe quelqu'un et qui le tue. Ou on imagine le drone qui survole le jardin quand vous baignez nu avec votre épouse. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez un mauvais sentiment sur le drone. Sauf si vous ne baignez pas nu. Ce qui est mon cas. Mais le drone fait partie de ces évolutions technologiques qui font en sorte qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est comme si vous disiez à l'époque, quand il y avait une caméra, un appareil photographique, on interdisait le zoom. Et donc on n'a pas le droit de regarder de loin pour voir s'il y a quelqu'un en face qui est... Mais vous avez des règles et des lois dans notre pays qui protègent la vie privée. Et donc on a demandé à pucer les drones, mais on a surtout essayé de mettre en place des applications qui permettront de ne pas verrouiller la technologie européenne, notamment française et notamment les entreprises régionales. Nous estimons au niveau européen que le drone et ses applications civiles pèseront 80 milliards d'euros et créeront 100 000 emplois d'ici 2025. Ce qui est quand même une niche, enfin c'est même pas une niche d'ailleurs, c'est quand même une expertise dans laquelle nous sommes forts, performants et où nous avons la capacité d'être efficaces. Alors en arrivant j'ai vu des drones dehors qui sont des drones de la sécurité civile qui protègent, mais vous avez tout dans les drones. Vous avez les drones qui surveillent les champs pour voir s'ils sont bien arrosés ou si les pesticides sont passés au bon endroit, qui pilotent des machines automatiques et qui vont elles-mêmes passer le diagnostic et le traitement sur l'endroit qui n'a pas été traité. On retrouve de la même manière des services qui se font dans la restauration où vous avez le drone qui vient vous servir. Vous avez bien sûr Amazon qui présente quelque chose. Et on voit bien que la nouvelle technologie, l'imagination, tout ce qui est en train d'avancer, la nouvelle technologie, tout ça fait en sorte qu'on se retrouve tous maintenant avec une société qui avance et dans laquelle nous devons faire de l'anticipation. Il suffit de voir, pour ceux qui le connaissent, mais chacun connaît ça, Kodak, qui était le numéro 1 au monde, avec je ne sais plus combien de centaines de milliers d'emplois, et qui en moins de 5 ans, parce qu'ils ont raté le numérique, le pixel, etc., ont disparu complètement. Bien, eh bien, si on peut saluer l'intelligence de ce pôle, de votre pôle, et de s'engager dans ces voies qui sont des voies modernes et adaptées à nouvelles technologies, bien, nous, on va vous aider. La France est sur les drones un leader dans ce marché. Nous devons le conserver. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Juste encore un petit passage quand même pour vous expliquer qu'on est là pour vous aider. Je reviens sur l'Europe. Le programme Horizon 2020, dans sa partie primauté industrielle, engage 80 milliards d'euros de fonds européens pour la recherche et l'innovation. Notre bureau de Bruxelles, qui était composé de 2 personnes, nous avons doublé cette année, doublé l'an prochain ses effectifs, de façon à ce que nous puissions aider les entreprises qui y sont. Exemple simple, l'AMU, c'est-à-dire l'université Aix-Marseille Université, a pris 35 millions d'euros cette année avec un représentant. Le pôle Optitech Biotech, là, a pris 25 millions avec un représentant. Et nous, avec Christian, dès que je suis arrivé, nous sommes allés à Bruxelles, nous avons débloqué pour 250 millions d'euros d'aide pour la région. Donc, il est absolument indispensable d'arriver à savoir se servir de ces fonds européens. Nous avons d'ailleurs lancé un appel à projet de 12 millions de fonds européens FEDER d'aide directe aux entreprises. Et nous avons débloqué la première année près de 50 millions, 25 millions pour nous, région, qui donne accès à 25 millions de l'Europe pour une aide directe aux entreprises. Alors,
vous l'avez compris, les politiques publiques, c'est le lien entre l'entreprise, favorable à l'innovation, à la recherche. Bon. Mais nous, notre logique, elle est vraiment de fédérer, de libérer, de laisser vivre et de développer. Nous avons des élus, avec des élus qui sont issus du privé, comme Pierre Grand-Dufay ou M. Kleinhoff, qui connaissent le monde de l'entreprise, qui ne sont pas des professionnels de la politique, et qui sont des chefs d'entreprise aussi, eux, qui sentent, qui savent ce que c'est que faire une feuille de salaire et payer l'URSSAF. Donc, payer des impôts, savoir ce que c'est qu'un marché, savoir ce que c'est qu'un... Et notre logique, avec Christian Estrosi, avec mes amis ici présents, c'est vraiment de développer, par les moyens qui nous sont donnés dans le cadre de la loi, c'est la loi NOTRe, qui sont conséquents puisque nous avons l'économie quand même comme moyen d'action, ben de nous appuyer sur des grands groupes industriels, des vrais savoir-faire, un vrai rayonnement, des universités performantes, et le regroupement des universités est quelque chose d'essentiel, et toutes ces start-up, toutes ces pépinières, toutes ces petites entreprises qui doivent se marier ensemble dans le cadre des pôles. Et c'est un peu tout à fait la démarche que vous avez, vous, me semble-t-il, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que j'ai lu, et ce qu'on veut soutenir. À partir de là, on rendra compte très régulièrement de ce que l'on fait. Nous sommes intimement convaincus que nous sommes dans une situation politique particulièrement difficile. On ne se retrouve pas à la tête d'une grande région comme celle-là, avec autant d'habitants, dans un espace politique contraint où vous êtes seul face au Front National, avec une obligation de réussite. Donc on a la nécessité de bien poser les choses. Enfin, c'est comme la médecine. Hein. Moi qui suis médecin, vous êtes docteur, faites le diagnostic, faites le traitement, et puis vous voyez si le malade s'en sort ou non. Hein. Si vous êtes un beau médecin, vous avez une bonne clientèle. Si vous êtes un mauvais médecin, ben, vous n'avez plus de lecteurs. Si je fais un parallèle. Mais je crois que nous sommes dans une période de notre vie, je parle de la politique, où nous sommes dans un environnement où on ne sait plus qui est bon, qui n'est pas bon, qui sait faire, qui ne sait pas faire, quels sont les discours qui sont justes ou pas justes. Nous, ce qu'on peut vous dire en tout cas, c'est que ceux qui sont élus aujourd'hui à la région, ils ont des responsabilités depuis longtemps dans notre pays, au niveau local et au niveau national. Et quand on a imaginé en son temps, et j'en étais le président Euroméditerranée, d'une friche pourrie derrière la Joliette avec des endroits sordides, on a aujourd'hui un endroit qui est un des fers de lance de la ville de Marseille. Donc je crois fondamentalement dans l'action politique, dans les choix qui sont faits, dans la volonté qu'on y met, dans les moyens, les difficultés qu'on s'impose d'ailleurs, parce qu'il faut passer souvent pour expliquer les choses, et comme vous avez la moitié des Français qui sont pour, l'autre moitié qui sont contre, il n'y a que ceux qui sont contre qui manifestent, vous avez la nécessité d'expliquer votre vision, et avec un peu de courage et de détermination, dans le temps, ça marche. Vous avez la même chose dans vos entreprises. Ce n'est pas tout à fait la même chose, dans la mesure où vous avez un bilan tous les mois à la fin de l'année, vos chiffres d'affaires, et vous faites vos bilans. Mais quand même, vous avez la nécessité d'avoir des soutiens, des appuis. Vous ne pouvez pas être tout seul dans votre coin, vous avez besoin de vous marier avec les uns et les autres. Eh bien, nous, on est là pour ça. Et on va essayer de le faire au mieux. Merci. Merci docteur, l'ordonnance est très claire. Nous n'avons plus qu'à avancer encore plus vite que d'habitude. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de participer et de clore cette matinée. Et j'appelle le président de SAFE, Michel Fiat, pour conclure et parapher avec vous cette charte. Nous serons ensuite rejoints par nos industriels et les autres pôles de compétitivité. Merci Géraud. Donc, merci encore de votre intervention. Donc, on va passer à la phase où on va signer la charte d'innovation, d'Open Innovation. Donc, je vous propose de commencer. Voilà. Comme un mariage ?
Il en faut un qui soit le premier. C'est comme un mariage, on pose le stylo, comme ça on regarde. C'est comme ça, on se fait tout petit, hein. Notre égo de l'autre côté. Et je cite. Ah non, d'accord. Bien, alors en tant que président, je vais aussi signer. Regardez là-bas, comme le mariage. Ah pardon, oui, je n'ai pas... Voilà. Posez le stylo, vous regardez. Voilà. Je propose que Florin fasse avancer nos partenaires qui souhaitaient signer cette charte. Enfin, un ordre que vous êtes comme ça, donc vous avez Thierry. C'est d'avoir des industriels. Faire les bouts de compétitivité. Par la suite. Il n'y a pas les représentants de Paul. Si. Donc, j'invite aussi le vice-président représentant le collège PME du pôle SAFE de s'approcher. André Labatte et Arnaud Sagda, s'il vous plaît. Donc Marco Herman, Thales. Sachant, comme je dis, j'ai commencé à faire les comptes, en fait, en réalité, on va avoir une dizaine de grands industriels. C'est pas terrible. Heureusement que tu es là. Ah oui, c'est terrible. Attends. Marianne et Katia, ça va bien compenser. Nicolas de Vienne pour Valeo. Max Chamillard, c'est ça? Pour Bouygues. Construction. Non. Oui, mais non. C'est compliqué. On va s'écarter un peu, c'est beaucoup de monde. Sachant aussi que le groupe Honnête, le groupe Zodiac, ils ont aussi annoncé leur volonté d'adhérer à la démarche. Alors, Arnaud Sagda qui signe pour le collège PME avec André Labatte, les deux vice-présidents. Venez, messieurs, approchez-vous, n'avez pas l'habitude, on voit bien. J'adore. Oui. Souvent, comme ça, quand tu te prends les pieds dans le tapis, tu dis, c'est grave, il a fait pire. J'ai le plaisir d'inviter aussi les représentantes et représentants des autres pôles, Optitech, Robiomed et Polmer, à nous rejoindre. Ça permettra de féminiser un petit peu l'Assemblée tout de même, parce que là, vraiment... Alors, il nous reste les signatures des pôles. Allez-y. Alors, il faut pas... On va paraffer ici. Et puis... Oui, pendant que mon collègue du pôle maire signe, je voulais juste remercier, donc je suis la directrice générale du pôle Optitech, je voulais excuser notre président Gérard Bergin qui est aussi de cette belle maison Thales
et remercier bien sûr le président et directeur général de SAFE de cette initiative. Et donc pour dire qu'on fera en sorte, nous, d'apporter notre contribution et d'être très complémentaire avec ce que vous faites, avec vraiment l'orientation des PME, la créativité, et dans quelle mesure l'Open Innovation permet de raccourcir le time to market pour les PME. Et je salue aussi M. Renaud Muselier, que j'avais le plaisir de rencontrer à Bruxelles, en effet, où on peut aller chercher des financements pour les PME. Voilà. Merci pour ce message. Voilà. Et également la DGA, qui est notre, bien sûr, ministère de référence. L'efficacité du pôle Optitech à Bruxelles, qui posait chez nous, en quelque sorte, dans nos locaux à la région, exactement, a su, grâce à ses compétences, mettre en place ce que je peux appeler des chasseurs de primes, qui font en sorte que, comme les Allemands, eux ont réussi à se positionner pour valoriser leur travail, qui est reconnu au niveau européen et être financé par l'Europe. Et donc, s'il y en avait plusieurs qui faisaient ça dans la région, nous, on vous accueille tous volontiers, en tout cas, et bravo. Merci, monsieur le vice-président. Et juste pour dire qu'on avait engagé cette initiative avec, à l'époque, le pôle Pégase et Risque. Donc, on est tout à fait intéressé à continuer ce partenariat et le partager avec les PME de la région PACA. Voilà. Merci, il faut signer. Merci. Dans la parité dans le monde de l'entreprise. Superbe, merci. Attendez, venez, du mal à mon film. Oui, on n'a pas fini. Oui, je vous en prie. Merci. Bonjour à tous. Oui, ça marche. Donc moi je suis Marianne Morini, directrice déléguée d'Eurobiomed, donc le pôle de compétitivité santé. Voilà, j'excuse Xavier Tabary, notre président, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup à SAFE de nous associer à cette initiative. On est depuis longtemps très favorable au cross-filière, et on a pu déjà démontrer dans le passé typiquement que les domaines couverts par SAFE et les domaines couverts par Eurobiomed peuvent très très bien se croiser pour créer de l'innovation et de nouveaux produits. Voilà, donc on est absolument ravis et très volontaires pour cette démarche d'Open Innovation avec vous. Merci. Venez, les conseillers régionaux là. Qui c'est qui présente ça pour le pôle SAFE là, qui le prend? Allez, je vais le faire. Il a été géo aussi, là. Voilà. Il a été géo, Rapprochez-vous, monsieur. Là, il y a la place, c'est tout le côté. Voilà. Il y a SAFE là. Qu'est-ce qu'on récolte, mais on bosse. Oui, c'est ça. Il ne faut jamais l'oublier, ça. C'est bon? Merci. Allez, pardon. Merci. Pardon. Merci infiniment. Merci encore. Bien. Donc, je te laisse présenter. Merci à tous pour cette signature, qui est évidemment un peu symbolique, mais qui engage tous les signataires sur une démarche telle qu'elle a été décrite ce matin sur l'Open Innovation, qui est un des éléments qui permettent le déploiement économique et donc la création d'emplois, comme je le rappelais.